Salut tout le monde, alors on entend souvent en ce moment que la totalité de la performance du S&P 500 elle est due à seulement 7 entreprises, les Magnificent Seven. Et cette phrase elle laisse penser que pour réussir à battre le S&P 500, il aurait fallu choisir ces 7 entreprises-là, donc 7 sur 500 ça paraît impossible, ça fait 1 sur 71. Et dans cette vidéo on va voir est-ce que cette affirmation est vraie ou pas. Donc c'est parti. J'avais déjà fait 2 vidéos sur le sujet de est-ce que c'est possible de battre le marché ou non. Donc celle-ci, battre le marché c'est possible pour 4 raisons. Et plus récemment j'avais fait pourquoi je préfère les actions aux ETF. Et c'est l'autre jour en regardant une vidéo de Joseph Carlson, celle-ci, qui m'a donné l'idée justement de l'argument de la vidéo du jour. Donc on va commencer par aller regarder quelle a été la performance du S&P 500 depuis janvier, donc cette année, year to date. Donc on voit que le S&P a une performance de 20,4% par an. Et donc on va simplement aller regarder combien de boîtes ont fait mieux que 20,4% dans le S&P 500 depuis le 1er janvier. Et donc on va voir si on a que 7 ou si on a plus. Et si on a plus, on va voir quelle est l'explication. Donc ici, nous avons la liste de toutes les entreprises du S&P avec leur performance pour chacune. Donc, je rappelle, c'est 20,4% à battre. Donc, on voit que l'action qui a la mieux performé, c'est Nvidia avec 225%. On a ensuite Meta, que j'ai en portefeuille avec 176%. On a ensuite Accenture, ensuite des boîtes que je connais pas trop. Qu'est-ce qu'on a? On a Tesla, on a Salesforce, on a Adobe. Et déjà là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est déjà à 13 entreprises et qu'on est encore à une performance de 84%. Donc on est encore largement au-dessus de la performance du S&P. Donc déjà, là on voit que quand quelqu'un nous dit que faire du stock picking ça sert à rien, parce que c'est impossible de toute façon de trouver les actions qui vont surperformer, puisqu'il n'y en a que 7 sur 500, soit 1 sur 71, on voit qu'il y a déjà un problème dans cet argument. Donc on continue la liste, on a Amazon, on a Broadcom dont j'avais parlé vite fait dans une vidéo, Airbnb, Expedia, Booking que j'ai acheté récemment, Cadence Design System, Chipotle, Intel, FedEx, Microsoft. On est déjà à 30 entreprises et on est toujours à 55,63%. On continue Alphabet, Netflix, Lululemon, Apple, Micron Technology, Intuit, General Electric, on continue, et on atteint 100 entreprises sur 500, ça veut dire qu'on est déjà à 20% des entreprises qui ont surperformé l'indice, puisque la 100e meilleure performance de l'année, c'est 26,31%, et on est toujours au-dessus des 20,4%. On continue à descendre, S&P Global, Visa, Qualcomm, et la dernière, c'est Philips. Et donc, on voit qu'il y a 137 entreprises sur 500 qui, depuis le 1er janvier, ont fait mieux que le S&P 500. Donc 137 sur 500, ça fait à peu près une entreprise sur 4. Donc 25% de chance de tomber sur une boîte qui bat l'indice pour cette année. Donc déjà passer de une chance sur 71 à une chance sur 4, ça n'a plus rien à voir. Et là, on peut se dire peut-être que 2023, ça a été une année exceptionnelle, une année particulière, mais on va voir que oui, c'est le cas, mais pas dans le sens que vous devez penser. En fait, 2023, c'était une année plus difficile que la moyenne pour trouver les actions qui surperforment. Donc on voit qu'en 2023, il y a à peu près donc, un quart des entreprises qui ont surperformé la performance de l'indice. Mais en 2022, c'était 57%, plus d'une sur deux. En 2021, 48%, quasiment une sur deux. En 2020, c'était un tiers, une sur trois. Et on continue à revenir en arrière et on voit que on n'est jamais en dessous. Voilà, depuis 1999, c'est en 2023 que c'était le plus difficile de trouver les actions qui surperforment l'indice. Et en général, on est plutôt, on est quasiment à 1 sur 2 au final en moyenne. Ouais, en moyenne, on doit être à 1 sur 2. Et on remarque, j'ai l'impression que c'est plus facile en reprise de post-crack. 2022, 57%. Et ensuite, on a 2009-2010 où on est aussi proche des 60%. Donc on voit bien que quelle que soit l'année, on est très loin du une chance sur 71. Ce serait à peu près 1,5% des entreprises qui surperforment l'indice. Et là on est plutôt à 50. Donc maintenant, comment on explique ça? Qu'est-ce qui explique qu'on ait autant d'articles qui nous disent que cette entreprise sont la cause de toute la performance du S&P? En fait, la phrase n'est pas totalement fausse, mais c'est plutôt qu'elle induit en erreur. En fait, la contradiction, elle vient du fait que même si on a 137 actions qui font mieux que le S&P 500, leur effet combiné sur l'indice, il est moins visible que celui des grandes entreprises, parce que ces grandes entreprises, elles pèsent plus lourd dans l'indice. En fait, c'est une question de pondération. Donc même si on a plein de petites actions, entre guillemets, qui performent très bien, l'indice, lui, il va principalement être influencé par la performance des
des plus grosses sociétés, puisqu'aujourd'hui, le S&P, il est très concentré. Il y a une très grosse partie de la capitalisation boursière qui est concentrée dans justement quelques boîtes, et donc ça leur donne un poids plus gros sur la performance de l'indice, mais ça ne veut pas dire que ce sont les seules boîtes qui ont surperformé l'indice. Mais nous, cette information, on s'en fout un peu, on peut pas en faire grand-chose. On n'a aucune raison de souhaiter avoir un portefeuille qui est parfaitement pondéré en fonction des market cap des entreprises. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout savoir quelle est la proportion des entreprises de l'indice qui arrivent à battre la performance de l'indice, et essayer de trouver ces entreprises-là. Et donc quand on voit qu'il y en a entre 1 sur 4 et 1 sur 2, voire plus d'1 sur 2, eh ben je pense qu'avec quelques critères, on peut encore améliorer, encore mettre les probabilités en notre faveur, donc en passant peut-être à du 2 sur 3, 3 sur 4, quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que quand je choisis une action, j'utilise toujours mes 6 critères de qualité qui, je pense, à long terme, vont me permettre de mettre les probabilités de mon côté et donc d'avoir une performance supérieure au marché. J'ai pas trouvé malheureusement un site qui me permettrait de filtrer cette liste-là avec mes critères pour voir du coup, parmi le S&P 500, si on prend que des boîtes qui suivent mes critères, à ce moment-là, quel pourcentage ont battu le marché? Mais je suis prêt à parier que ça améliorerait la proportion de boîtes qui battent le marché. Donc si quelqu'un parmi vous connaît un site qui permettrait de faire ça, ça m'intéresserait de voir ce que ça donne. Et pour rappel, mes critères de qualité, c'est croissance annuelle du chiffre d'affaires, puisque à long terme, la performance d'une action, elle suit l'évolution des bénéfices ou du free cash flow de l'entreprise. Et donc pour avoir un free cash flow ou un bénéfice qui augmente, il vaut mieux avoir un chiffre d'affaires qui augmente. Ensuite, croissance du free cash flow, qui dans l'idéal doit être plus élevé que la croissance du chiffre d'affaires, ce qui veut dire que l'entreprise améliore ses marges. Là on voit que sur Apple, c'est apparemment le cas. Si le free cash flow croît moins vite que le chiffre d'affaires, c'est pas très bon signe, ça veut dire que les marges sont en baisse. Et si c'est égal, ça veut simplement dire que le niveau de marge reste stable. Ensuite, je regarde le return on equity, c'est la capacité de l'entreprise à réinvestir ses bénéfices en tirant un bon retour sur investissement. C'est en général considéré comme le critère de qualité le plus important. Ensuite, je regarde le niveau de dette pour éviter des boîtes qui risquent une potentielle faillite. Critère numéro 5, c'est l'évolution du nombre d'actions en circulation, donc je veux des entreprises qui ont plutôt tendance à racheter leurs actions ou en tout cas à ne pas en émettre des supplémentaires. Puisque si on a un free cash flow par exemple qui croît de 10% par an et un nombre d'actions qui diminue, alors le free cash flow par action va augmenter plus vite que le free cash flow et donc ça va nous donner une meilleure performance à la fin. Ensuite, je regarde le niveau de marge pour éviter des entreprises qui risquent de se retrouver en perte au moindre problème. Et puis une fois que j'ai regardé la qualité, je regarde la valorisation pour éviter d'acheter des boîtes qui sont trop chères par exemple. Aujourd'hui, je pense pas que j'achèterais du Nvidia, je pense pas non plus que j'achèterais du Tesla aujourd'hui, et je pense qu'il y a peu de chances que l'année prochaine, ce soit des entreprises qu'on retrouve à nouveau parmi les meilleures performances de l'année. Parce que par exemple, si vous achetez une entreprise qui est d'excellente qualité, mais que vous l'achetez par exemple à un PI, un PER de 50, et que, je sais pas, 15 ans, 20 ans plus tard, quand vous voulez la revendre, l'action elle est en permanence à des PI plutôt autour de 20, et bah votre performance, même si le free cash flow par action de l'entreprise, il a beaucoup augmenté sur la période, si l'action elle se valorise à un multiple de 20 alors que vous l'avez acheté à un multiple de 50, votre performance elle va être très très réduite. Et donc c'est important de faire toujours attention à l'aspect valorisation. Et d'ailleurs je pense que c'est l'aspect sur lequel j'ai le plus de difficultés, puisque c'est dur de savoir est-ce qu'on est trop optimiste ou trop pessimiste. Je pense que j'ai tendance à être plutôt du côté trop pessimiste. Mais le plus important c'est surtout de savoir éviter les valorisations qui sont totalement irrationnelles et qui vont vraiment ruiner votre performance à long terme. Et donc je pense que si on fait attention à acheter des entreprises qui sont de qualité et qu'on les achète à un prix qui est assez correct, eh bien on élimine une grosse partie des entreprises qui sous-performent. Et donc dans ce cas, je pense qu'on met les probabilités en notre faveur. Et pour terminer, si vous voulez être prévenu du lancement de mon site qui permet de gagner du temps sur l'analyse des actions, qui permet de réduire son risque et d'augmenter ses performances en choisissant les meilleures actions et en pouvant définir leur valeur intrinsèque avec la valorisation, et qui permet aussi de suivre l'évolution de toutes les métriques des entreprises, donc les revenus, les free cash flow, les marges, etc. et la croissance d'année en année, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description pour être prévenu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!